Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui accompagne le livre sur les bases de données NoSQL dans le cadre des enjeux du Big Data. Cette vidéo a été réalisée par Axmepan, Saber Haridi et Philippe Lacombe, qui sont les co-auteurs du livre paru chez Ellipse dans la collection TechnoSub. Nous vous invitons à prendre contact avec nous, par email par exemple, mais aussi à consulter nos différents profils sur Amazon. Par exemple, vous trouverez dans le profil de Philippe Lacombe une description des livres précédemment publiés, ainsi que des liens vers par exemple une chaîne YouTube. Le profil de Axmepan, toujours sur Amazon, donne un résumé d'un livre sur les bases de données dont il est le co-auteur et qui est paru il y a de cela quelques années. Le livre dont vous consultez la vidéo d'accompagnement est paru dans la rubrique TechnoSub, dans la collection TechnoSub gérée par l'éditeur Ellipse. Ceci enrichit les trois précédentes contributions, l'une sur la programmation linéaire, l'autre sur les technologies d'accès aux données, et la dernière sur les web services. Nous vous souhaitons une bonne lecture. Alors, dans un premier temps, il faut se procurer les outils d'Oracle. Ceux-ci sont disponibles sur le site www.oracle.com et le plus simple consiste à utiliser le lien de téléchargement direct qui est fourni dans le chapitre 4. Les produits sont proposés en deux versions, suivant la licence, la version Entreprise Edition et la version Community Edition, qui est la version que nous allons utiliser dans ce chapitre. Nous vous invitons donc à télécharger la dernière version en date, et au moment où nous réalisons cette vidéo, il s'agit de la version 3.05. Ensuite, pour des raisons pratiques, il est conseillé de créer sous la racine du disque dur un répertoire, par exemple Oracle, et de déposer par un simple drag and drop, si vous utilisez le navigateur Firefox, l'archive que vous venez de télécharger. Procédez ensuite à l'extraction de son contenu et vous devriez obtenir un sous-répertoire, en particulier nommé lib. Démarrez ensuite une console MS-DOS et procédons à une vérification de base sur l'environnement. Pour cela, il faut se déplacer dans le répertoire Oracle et dans le répertoire KV qui vient d'être créé. Ensuite, nous allons lancer l'exécution d'un fichier .jar qui se trouve dans le répertoire lib en utilisant la commande classique java-jar lib, et ce qui nous intéresse, c'est l'exécutable kvclient.jar. Si tout se passe convenablement, on obtient à l'écran l'affichage du numéro de version ainsi que des numéros de build. Ainsi, vous devriez avoir sur votre écran quelque chose ressemblant à ceci. Alors, pour tester la configuration, le plus simple consiste à démarrer l'exécutable kvstore.jar qui se trouve dans le répertoire lib, ce qui va entraîner le démarrage ici du serveur sur une base kvlib. Démarrons ensuite une deuxième console, et dans cette deuxième console, il faut se déplacer dans le répertoire Oracle et dans le répertoire kvstore.
ici, il faut noter que au moment du démarrage du serveur, on a accès au nom de la machine hôte, ici PC Limos 72. On va alors tester la connexion avec le serveur en lançant kvstore.jar, en effectuant un ping et en précisant le nom de la machine, ici PC Limos 72, et le port de connexion, ici le port 5. Normalement, on doit obtenir un message très similaire en fonction des versions avec celui que l'on a ici à l'intérieur de cette fenêtre. Nous nous attaquons maintenant à la création d'un programme Java simple qui tire profit de la solution Oracle. Pour cela, nous vous invitons à créer un nouveau projet Java et plus spécifiquement un Java de type Java Application. Pour ne pas déroger à la règle mise en place au début de ce livre, nous invitons à l'appeler test NoSQL et à choisir comme répertoire de sauvegarde un répertoire du type démo Oracle, par exemple. Alors une fois le projet créé, il faut bien sûr ajouter la librairie Oracle correspondante, sachant que cette librairie se trouve dans le répertoire Oracle, plus particulièrement dans KVStore et encore plus précisément dans le sous-répertoire libre. Et ce qui nous intéresse, c'est le fichier kvstore.jar que l'on retrouve là et qu'on doit inclure dans le projet. Le projet ainsi correctement configuré doit ressembler à celui-ci. Alors essayons maintenant de montrer comment se connecter à la base Oracle et comment déposer dans cette base un couple clé-valeur. Alors une manière de procéder consiste à bien dissocier la partie connexion à la base de la partie manipulation de la base. Alors, dans cette optique, pour des raisons de lisibilité du code, nous allons ici déclarer un certain nombre de variables avec lesquelles nous allons travailler. Deux variables keystring et valueString qui vont représenter le couple clé-valeur auquel on s'intéresse, hello représentant alors la clé et big data word la valeur associée, et ce couple-là étant le couple à stocker dans la base de données. Nous allons passer par un certain nombre de variables intermédiaires permettant de stocker le nom de la base, le nom de la machine, ainsi que le port de connexion. Alors, première étape, nous allons à ce moment-là configurer la connexion à la base en utilisant la classe kvstore config. Et nous allons déclarer une variable nommée ici la configuration. Cette variable étant déclarée, nous allons appeler le constructeur associé, et cet associé comprend deux arguments. Le nom de la base, ici netbean, de manière très efficace à compléter correctement le premier paramètre, et de l'autre côté, nous allons avoir le nom de la machine hôte plus le port de connexion. Ici, nous allons avoir la variable host port, comme ceci. Il suffit ensuite de déclarer une variable du type kvstore, d'un mouvement par exemple store. Si jamais une erreur apparaît, il suffit
de regarder les propositions de NetBeans en ce qui concerne les importations. Et ensuite, on peut très facilement se connecter à la base en utilisant la méthode getStore de la factory. kvstore factory.getStore comme ceci, et en passant en paramètre la configuration qui vient d'être définie. Là, nous avons maintenant, à partir de ce moment-là, la possibilité de nous connecter à la base et de manipuler correctement la base. Évidemment, avant de terminer les manipulations, il faudra prévoir une fermeture de la connexion en utilisant la méthode close juste avant que le programme ne se termine. Et entre ces deux instructions, nous avons ici une connexion à la base opérationnelle, et nous allons immédiatement montrer comment on peut, dans cette base, déposer un couple clé-valeur. Alors, nous allons nous intéresser à la création d'un couple clé-valeur. Pour réaliser ce travail, nous allons dans un premier temps définir une variable du type key que nous allons nommer une clé et qui va être initialisée avec la chaîne de caractères qui est ici hello. Pour cela, on va appeler la méthode createKey à laquelle on va passer en paramètre la chaîne de caractères keystring, en n'oubliant pas bien sûr de terminer par un point virgule. Pour la partie valeur, eh bien, il faut déclarer une variable du type value, appelons-la pour l'exemple une valeur, et qui doit être initialisée en appelant la méthode value.createValue, et en passant en paramètre la chaîne de caractères qui représente la partie value, sauf que cette chaîne de caractères, bien sûr, doit être transformée, comme nous l'avons expliqué plusieurs fois dans le chapitre, en tableau de bits. L'enregistrement du couple se fait de manière extrêmement simple en passant par la méthode store et en faisant un appel à la méthode put. On donne en premier paramètre la clé, ici NetBeans a bien travaillé pour nous, et comme deuxième paramètre la partie valeur. Voilà, l'ajout d'un couple dans la base de données ne prend que 3 lignes de code. Deuxième partie de l'exemple, comment récupérer une clé, plutôt comment récupérer la partie valeur à partir d'une clé. Alors, supposons pour cela que on passe par une autre variable qui est une clé à rechercher. Admettons que nous allons initialiser, bien sûr comme précédemment, avec la méthode createKey à laquelle nous allons passer le keystring habituel. Pour accéder à la partie valeur, rien de plus simple, il suffit de déclarer une variable valueVersion du type valueVersion, comme cela, et de l'initialiser en faisant un store.get, et en passant en paramètre, eh bien, la clé qu'on recherche, ici, nous l'avons appelée une clé à rechercher pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté avec la variable précédemment utilisée. La récupération de la partie valeur va se faire de manière simple en déclarant une variable du type value qui va être initialisée en utilisant valueVersion.getValue. Toutefois, ce n'est pas tout à fait terminé, parce que une fois cette valeur récupérée, il va falloir la transformer en tableau de bits, puis
évidemment en chaîne de caractères. On va quand même corriger cette erreur de passage. Voilà. Alors, pour la transformer en tableau de bits, on va déclarer un tableau que nous allons initialiser en utilisant une valeur lue. Donc, la valeur ainsi récupérée, point getValue, comme ceci. Voilà. Et enfin, tout ceci va nous permettre de créer une chaîne de caractères. Appelons-la chaîne, initialisée en faisant un newString et en passant en paramètre, cette fois-ci, eh bien, le tableau. Et enfin, nous obtenons ici la possibilité de faire un affichage de la valeur ainsi retrouvée en affichant tout simplement la chaîne de caractères. Donc, le code ici se compose approximativement de 5 lignes, suivant la manière dont on s'est pris pour coder, et en exécutant le code, on constate bien sûr que l'on a retrouvé la partie valeur associée à la clé. Voilà pour le principe. Vous trouverez dans le chapitre beaucoup d'autres explications supplémentaires, beaucoup plus détaillées. Il s'agissait ici pour nous d'apporter un éclairage différent sur cet exemple, et nous espérons que ceci vous a permis de réaliser sans encombre ce petit exemple. Nous n'allons pas reprendre ici tous les détails qui sont donnés dans le chapitre du livre. Toutefois, nous allons essayer d'apporter quelques compléments en mettant bien en évidence que l'approche qui est proposée dans le système Oracle est ici une approche qui permet une très grande liberté dans la définition des clés et dans la définition et la manipulation des parties valeurs. Ceci peut se faire en considérant deux choses l'une après l'autre. La première, c'est que à partir du moment où on va stocker dans une base de données Oracle, ici dans sa version NoSQL, des informations structurées, ce qu'on a l'habitude de trouver dans les bases de données classiques sous la forme d'une table va se modéliser ou peut se modéliser dans le code Java par l'intermédiaire d'une classe que l'on peut munir pour des raisons de simplicité de manipulation d'un outil de sérialisation ici appelé toString et qui va comme cela pouvoir permettre de concaténer avec un séparateur qui est à définir eh bien, les différentes informations de la base. La deuxième remarque concerne la définition des clés. Nous venons de montrer sur l'exemple précédent comment manipuler un couple clé-valeur avec une clé élémentaire. Ce qui est intéressant dans cette version proposée par Oracle, c'est que la définition des clés peut aussi se faire en utilisant un tableau des clés, de sorte qu'on pourrait imaginer d'avoir une clé pour un auteur qui soit composée de la concaténation, quelque part, de son nom et de son prénom. On ne discute pas ici des avantages ou des inconvénients de ce type d'approche. Le but de la présentation est juste de mettre en avant que ceci est possible et pourrait présenter, dans certains cas, des avantages certains. Prenons par exemple l'ajout d'informations concernant les auteurs, exemple qu'on ne présente plus et qui a été repris dans tous les exemples du livre. Supposons toujours que l'on cherche à ajouter dans cette base un auteur et qu'on cherche à utiliser le nom et le prénom comme étant des clés. Alors on va retrouver un code très similaire au code précédent. La différence concerne l'utilisation du tableau des clés dans lequel on va déposer ici le nom de famille, Momo, et le prénom, Roland. À partir du moment où le tableau des clés a été rempli, on va créer une clé, comme on l'a fait tout à l'heure, de type key, en appelant la méthode createKey. Et le champ value, à ce moment-là, va être défini comme contenant le nom, le prénom, le domicile ou le numéro,
Et en l'occurrence, dans ce cas particulier-là, on utilise la méthode toString de la classe tAuteur, la variable ici étant un auteur. Et on va déposer cette information-là dans la base comme on l'aurait fait avec une information plus simple comme celle de l'exemple précédent. Alors, ceci présente un certain nombre de facilités de manipulation qui peuvent être éventuellement intéressantes. La première chose, c'est qu'on peut, si on connaît le nom et le prénom d'un individu, eh bien, aller rechercher directement la partie valeur. On se retrouve, de ce point de vue, dans un cas quasiment identique au cas précédent, au cas de l'exemple simple, puisqu'on va définir une clé de recherche, ici un tableau des clés de recherche, qui va contenir Momo, le nom de famille, et Roland. Et la méthode get, que l'on retrouve exactement ici, va permettre d'accéder directement à la partie valeur. Ici, on voit sur cet exemple-là qu'on accéderait directement aux informations de l'auteur. Mais cette approche pourrait présenter d'autres avantages. Par exemple, si on imagine que dans la base de données, plusieurs auteurs pouvaient avoir le même nom de famille, on pourrait être intéressé par un parcours de tous les auteurs possédant un nom de famille particulier, ici par exemple Momo. Avec ce tableau des clés, le travail est extrêmement simple. Il suffit de définir un tableau des clés contenant uniquement le nom de famille Momo, d'interroger le système de base de données en créant cette clé, et on va pouvoir comme cela parcourir ce qu'on appellerait en d'autres temps des tuples de la base de données qui correspondent à cette clé qui est ici le nom de famille. On a comme cela un code extrêmement simple composé de deux parties. On va créer la clé de recherche, ici composée uniquement du nom de famille Momo, puis dans un deuxième temps, on va parcourir avec un itérateur tous les éléments correspondant à cette clé. Voilà, nous espérons que ce focus a permis d'éclairer ce point un peu difficile du SGBD Oracle, et nous allons nous retrouver pour la suite pour expliquer comment ou donner des pistes de réflexion sur comment représenter une base de données de type bibliothèque. Alors pour illustrer le fonctionnement de la solution Oracle, nous allons reprendre l'exemple de la bibliothèque qui a été traité dans tous les chapitres de ce livre. Cet exemple est un exemple parmi les plus simples qu'on puisse trouver. Il comprend deux entités, livre et auteur, qui dans le modèle relationnel classique correspondraient à des tables. Et entre un auteur et un livre, eh bien, il y a une relation écrit, a écrit ou a été écrit. Par exemple, dans la table auteur, on retrouve l'auteur Castafiore Emeline, de numéro 85-478, qui a écrit deux livres, le premier de numéro 10-10-1 et le deuxième qu'on retrouve ici sur la troisième ligne de numéro 80-88. Alors, pour traiter ce problème, nous vous invitons à créer un nouveau projet Java et à inclure, bien sûr, dans la partie librairie, le fichier jar kvstore.jar qui est indispensable à la réalisation du projet. Comme dans tous les autres chapitres, nous proposons de réaliser une interface graphique très similaire, voire identique à ce qui a été fait avec les autres solutions proposées, composée en fait de 4 parties. Une partie ici qu'on retrouve en haut qui va permettre de saisir des informations sur un auteur et via le bouton ajouter, de rajouter ces informations dans la base. Une partie livre qui va réaliser le même type de traitement, mais cette fois-ci pour un livre. Et une partie relation qui va permettre de rajouter une information, ici a écrit ou a été écrit, entre un livre dont on connaît le titre et un auteur dont on connaît le nom. La quatrième partie de la fenêtre se compose ici de 3 boutons. Un bouton de démonstration derrière lequel on va ajouter un code minimaliste permettant de renseigner la base avec
des informations de départ et 2 boutons, afficher livre, afficher auteur, qui vont nous permettre de visualiser simplement le contenu de la base. Alors, afin d'éclairer les différentes règles de modélisation qui s'appliquent dans le cadre de la base de données Oracle, nous allons nous intéresser plus particulièrement au code que on peut rajouter derrière le bouton de démonstration. Et rappelons-le, il s'agit de rajouter un code minimaliste permettant de collecter, de saisir, de stocker les données qui viennent d'être présentées. Alors, première chose, il est fortement conseillé de procéder en introduisant une classe pour chacune des entités que vous auriez identifiées dans le modèle relationnel classique. Ainsi, en ce qui nous concerne ici, il apparaît comme évident qu'introduire une classe T-auteur selon un modèle identique ou ressemblant en tout cas à celui qui est présenté là, reste une idée intéressante et que cette classe, pour des raisons de facilité de manipulation, aurait tout intérêt à être munie d'un opérateur qu'on pourrait appeler un opérateur de sérialisation tout à fait classique. Ici, nous en avons introduit un qui est un opérateur de base. Alors, ensuite, le code qu'il faut rajouter derrière ce bouton, et qui va ici nous conduire à rajouter des informations sur un auteur, eh bien, devra être ajouté entre d'une part l'étape de création de la connexion à la base de données, et d'autre part, évidemment, l'étape de déconnexion, de fermeture de la connexion à la base de données. Et le code minimal qu'on doit mettre en place est celui-ci et devrait ressembler à celui que vous avez ici sur ce transport. Alors ensuite, pour faire une analyse rapide qui synthétise les pages, plusieurs pages du livre, eh bien, on peut rappeler que, en tout état de cause, le plus simple consiste à créer dans la base de données Oracle NoSQL un système de numérotation par clé qui reprend les différentes entités qui ont été identifiées. Ainsi, comme nous l'avons vu précédemment, il est possible d'avoir un système avec des clés à plusieurs niveaux, puisque nous avons présenté un exemple avec une clé composée du nom de famille et du prénom. Et bien, pour la table auteur, on peut imaginer un système de clés dans lequel auteur va être la première partie de la clé, et le numéro de l'auteur, dans ce qui était dans le modèle relationnel normal, finalement, la clé primaire de la table va être concaténé derrière le mot auteur, et c'est le couple auteur-numéro d'auteur qui va servir de clé dans le système ici de base de données Oracle. Et derrière ce couple de clés, on pourra associer évidemment un champ valeur avec toutes les informations relatives aux auteurs. Donc nous avons ici une règle extrêmement simple de transcription qu'on peut résumer ainsi: à toute entité du modèle relationnel classique dans le MCD-MLD tel qu'on a l'habitude de les voir, va se transformer en un système dans lequel le nom de l'entité va servir de clé, de première partie de la clé, et la clé primaire qu'on aurait retrouvée dans la table va servir de deuxième partie de la clé, ici le numéro d'auteur. Et ceci s'applique à l'auteur, bien entendu à livre, et peut se généraliser sans aucune difficulté à la relation, avec un point particulier toutefois. Ici, nous avons une relation entre un livre et un auteur. C'est une relation, comme on a pu le remarquer dans le MCD, de type 1-1-1. Ça veut dire qu'un livre a été écrit par un et un unique auteur. Mais que par contre, un auteur est susceptible d'avoir écrit plusieurs livres. Alors, pour modéliser la relation a été écrit, il est extrêmement simple de transformer cette relation avec comme nom a été écrit comme première partie de la clé primaire, le numéro du livre comme deuxième partie et le numéro d'auteur finalement sur la partie valeur. Et la relation inverse, qui serait ici a écrit, c'est une relation qui a un numéro d'auteur particulier, peut associer plusieurs numéros de livres,
aussi, il sera nécessaire de la numéroter et on aura un système de clés avec le mot A écrit comme identifiant de la relation, le rang 1, 2, 3, 4 qui sera la séquence ou le numéro du livre, dans l'ordre d'écriture par exemple, et le numéro de l'auteur associé. Alors, ces règles ne sont pas des règles universelles, mais en tout cas ce sont les règles qui ont cours dans l'immense majorité des cas. Alors en appliquant ces règles simples de modélisation, pour ajouter un auteur dans la base, il suffit de déclarer une instance de la classe auteur et de renseigner les différents champs de cette instance-là, ici, l'auteur Castafiore et Mini. Il faut ensuite créer un tableau des clés, comme nous l'avons rappelé précédemment, et dans ce tableau des clés, on va ajouter comme clé principale auteur, et comme deuxième clé, le numéro de l'auteur. C'est ce qui apparaît nettement ici, au centre de l'écran. Et une fois cette clé construite, on va pouvoir ajouter directement le couple clé. Ici, c'est une clé composée auteur et du numéro d'auteur, clé valeur, directement dans la base, en transformant la partie valeur en chaîne de caractères, par exemple, en utilisant la méthode toString de l'auteur. On obtient comme cela un code extrêmement concis et parfaitement lisible. Ainsi, avec ce type de modélisation, qu'on peut réitérer, qu'on peut reproduire évidemment pour les livres, bien les opérations de base sur les auteurs ou sur les livres sont des opérations extrêmement simples à réaliser. Par exemple, si on s'intéresse au bouton de l'interface qui permet d'afficher la liste des auteurs, pour afficher la liste des auteurs, il suffit de récupérer la liste de tous les couples clés-valeurs dans lequel la première partie de la clé correspond à auteur. Ça veut dire tout simplement qu'il faut déclarer un tableau des clés dans lequel on va ajouter le mot auteur, on va créer ensuite la clé et on va parcourir avec un système d'itérateurs l'ensemble de tous les couples clés-valeurs et on obtient comme cela un code extrêmement simple, proche de ce qu'on a l'habitude de voir avec les itérateurs pour ceux qui programment couramment en langage Java. Et c'est cette partie-là du code qui a été détaillée dans le livre et que nous vous invitons à relire et à prendre connaissance avec tous les détails qui vont avec dans le chapitre. Si on respecte ces règles de modélisation, la table en fait auteur du modèle relationnel va se retrouver dans ce modèle Oracle comme ceci, avec tous les couples clés-valeurs dans lesquels la clé commence par auteur et se poursuit par le numéro de l'auteur. Ici, on voit bien qu'on retrouve auteur et 542-563, le numéro de l'auteur. Et derrière, toute la partie valeur qui a été sérialisée grâce à la méthode de la classe auteur. Alors, cette démarche de modélisation, extrêmement simple, mais au demeurant extrêmement efficace, on peut la reproduire bien sûr à l'identique pour la classe livre, auquel cas on obtiendra, si jamais on l'applique à nouveau, un code extrêmement concis pour ajouter un livre, dans lequel la première partie de la clé ne sera plus cette fois auteur, mais sera livre. Et la deuxième partie de la clé sera cette fois-ci un numéro de livre. Et comme on l'a fait pour la classe auteur, on pourra de manière extrêmement simple afficher la liste des livres en parcourant la liste de tous les couples clés-valeurs dont la première partie de la clé est livre. Exemple ici, avec un code similaire à celui qui est présenté sur le transparent précédent, mais qui est aussi détaillé dans le chapitre, on obtiendra ici, comme on peut le voir en bas de cet écran, livre, qui permet donc d'identifier le fait que cette information concerne un livre, avec le numéro du livre. Donc on voit bien ici que l'analogie entre le modèle relationnel classique et le modèle clé-valeur qui est proposé par Oracle et qui est mis en œuvre avec ce système de clés est un système extrêmement lisible et très naturel.
Alors, le problème de la relation A été écrit et celle de la relation A écrit sont relativement similaires au problème qu'on vient de résoudre dans la modélisation des différentes étapes. Une solution, parmi les plus simples possibles, consiste à utiliser une clé dont l'identifiant est le nom de la relation. Par exemple, ici, l'identifiant, la première partie de la clé, pourrait être a été écrit, et d'utiliser comme deuxième partie de la clé, eh bien, le numéro du livre concerné. Ainsi, on aura une relation a été écrit, slash 101010, si on reprend une représentation identique à ce qu'on vient de voir sur le transparent précédent. Et pour la partie valeur, eh bien, on stockera, associé donc à cette clé, eh bien, le numéro de l'auteur concerné. Ainsi, par exemple, pour le livre 10101, eh bien, le numéro de l'auteur concerné est 85 478, et c'est ce numéro d'auteur qui sera stocké dans la partie valeur de la clé. Alors, avec une telle modélisation de la relation, il est extrêmement facile d'ajouter une nouvelle relation dans la table, et on peut noter que, comme dans les autres systèmes de type clé-valeur, cette relation est définie, bien sûr, entre des instances de la table livre et des instances de la table auteur. Lorsque on veut parcourir la liste des relations qui ont été stockées dans la base, il suffit de générer une clé ayant comme première partie a été écrit et de générer une requête en créant ici la clé a été écrit ou la clé correspondante à la chaîne de caractères a été écrit. Et lorsqu'on va parcourir la liste des informations ayant a été écrit dans la première partie de la clé, on retrouvera, comme ceci est visible à droite, eh bien, a été écrit slash 8088, mais aussi a été écrit 10101, qui est ici le numéro d'un livre, et dans la partie valeur, le numéro de l'auteur associé. Ainsi, ces relations-là, cette relation qui est définie dans le modèle relationnel entre des classes est définie ici entre les différentes instances des classes, c'est-à-dire représenterait quelque part la notion de tuple du modèle relationnel classique. Alors, pour des raisons d'efficacité, il peut être intéressant de faire intervenir dans la modélisation des données la relation inverse a écrit, sorte qu'on pourrait représenter directement le fait qu'un auteur donné a écrit un ou plusieurs livres. Pour obtenir cela, il suffit de procéder de manière similaire avec une partie de la clé qui, au lieu de s'appeler a été écrit, s'appellera a écrit, de concaténer dans la deuxième partie de la clé le numéro de l'auteur concerné, ici par exemple 85 478, et enfin dans la troisième partie de la clé, le rang ou le numéro du livre concerné. Et associé à cela, eh bien, la partie valeur, ici, le numéro du livre. Par exemple, l'auteur 85 478 a écrit deux livres, le premier de numéro 1010-1 et le deuxième de numéro 80-88. Eh bien, il y a deux relations a écrit qui le concernent. La première, ici, a écrit avec le numéro de l'auteur, ce qui se termine par un 1, et la deuxième a écrit avec le même numéro d'auteur et qui se termine par un 2. Du point de vue codage, le code reste tout aussi simple. Il suffit dans le tableau des clés de concaténer a écrit avec le numéro d'auteur et avec le rang, et ensuite d'ajouter la partie valeur correspondante. Ceci pour le premier livre de l'auteur 85-478 et de procéder de la même manière ou de manière similaire pour le deuxième. Avec ce type de représentation, de modélisation sous forme de clé, la plupart des requêtes sont relativement simples, puisque si on connaît une clé, on va pouvoir de manière extrêmement rapide récupérer la partie valeur. Si on en a besoin, on peut de manière simple parcourir une partie des couples clé-valeur en fonction de la partie de la clé qu'on connaît. Par exemple, il est relativement facile de parcourir la totalité de la table auteur, de ce qu'on considérait comme la table auteur dans le modèle relationnel, c'est-à-dire pour nous la liste des couples clé-valeur ayant comme partie de la clé auteur,
eh bien, à la recherche d'un auteur particulier, comme le montre cet exemple. Et à partir du nom de cet auteur, eh bien, on peut facilement, à partir d'une relation, a écrit ou a été écrit, si en l'occurrence la relation a écrit, eh bien, récupérer à ce moment-là la liste des livres. Donc on voit sur ces petits exemples, qui sont détaillés avec moult détails dans le livre, qu'on va pouvoir, grâce à ce modèle NoSQL qui est introduit par Oracle, avoir des codes compacts, faciles à lire, et qu'on va pouvoir très facilement faire des requêtes relativement complexes pour peu que la définition des clés qu'on a introduites soit bien adaptée à la modélisation des données que l'on a. Cette présentation de la solution Oracle est maintenant terminée. Nous espérons qu'elle a permis un éclairage nouveau sur le chapitre du livre. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à prendre contact avec nous en utilisant nos adresses mail ou à vous rendre sur la page du livre. Voilà, bon courage.